C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal M, épisode 69. Au sommaire, la sénatrice Julie Méville-Deschênes, son combat pour protéger les enfants contre la pornographie en ligne. Ça veut dire quoi dans un contexte queer? Des personnes queer qui soutiennent Donald Trump aux États-Unis, oui, ça existe. À la chronique Make America Queer Always avec Chantal Nadeau, qu'on va rejoindre à Chicago. Journée de la visibilité trans, des appels à la dissolution du comité des sages sur les identités de genre. Et on parle de films à thématique trans à ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. L'heure où l'arc-en-ciel se lève du 25 mars 2024. On est pour le cinéma, et oui, on est pour la porno aussi, mais la porno consentie. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Bonjour tout le monde. Encore une fois, je m'excuse pour la voix. C'est un petit problème de santé qui va se guérir très bientôt. Alors, nous recevons aujourd'hui une alliée de nos communautés et aussi une ancienne collègue et amie, la sénatrice Julie Méville-Deschênes. Bienvenue à l'émission. Merci de m'avoir invitée. Alors, la sénatrice Julie Méville-Deschênes a connu une grande carrière comme journaliste à Radio-Canada, où j'ai travaillé moi aussi avec elle. Vous aussi, on a tous les deux connu une belle carrière. Oui, on a bien aimé ça. Elle a aussi été ombudsman de la Société d'État et présidente du Conseil du statut de la femme du Québec. Elle est sénatrice indépendante depuis 2018. Julie Méville-Deschênes, ce n'est pas habituel pour nous de le faire, mais on va vous voyer pour l'entrevue. Exactement. Moi, j'ai cette manie-là. Je vous vois plus que je tutoie. C'est une habitude. Alors, on utilise quel pronom et quels accords avec vous, Julie Méville-Deschênes? Elle. Et les accords féminins? Oui, absolument. D'accord. Alors, vous faites la manchette depuis quelques semaines en raison de votre combat contre certains géants, on va dire des géants de la porno sur le web. Cette fois, c'est pour protéger les enfants. Pourquoi? Alors, écoutez, c'est arrivé pendant la pandémie, au début. J'ai commencé par aller à une manifestation devant Pornhub, qui est située vraiment à un hasard à côté de chez moi à Montréal. Et donc, au début, la lutte était davantage sur le fait qu'à l'intérieur de ce site web, comme d'autres sites porno d'ailleurs, il y avait et il y a encore dans certains sites web des images de pornographie non consentie. Et aussi d'enfants, de pornographie juvénile, d'exploitation sexuelle des enfants, d'images sans consentement. Donc ça existe encore. Pornhub a fait des efforts, mais il y a beaucoup de sites porno. Il y a des millions d'images et ça coûte de l'argent d'avoir des gens qui, entre guillemets, nettoient leur site et s'assurent que ce sont toujours des images d'adultes consentants. Donc j'ai vu tout ça et je me suis dit, oui, mais alors qu'est-ce qui se passe à l'entrée de ces sites? Parce que comme vous le savez, dans la vraie vie, dans la vie avant, quand on était jeune, pour avoir accès à de la porno, il fallait montrer une carte d'identité. Pour un magazine où il n'y avait rien qui bougeait, là, magazine porno. Alors maintenant, pour entrer sur ces sites qui sont vraiment, j'en ai vu beaucoup pour présenter mon projet de loi, où il y a de la violence, où il y a des images hardcore, hein, on n'est pas dans le softcore. On laisse les enfants de tout âge. En fait, il n'y a aucune barrière à l'entrée. On vous demande, est-ce que tu as 18 ans ou plus? Exact. On a juste à dire oui, aucune vérification et on rentre. Ça veut dire que il y a certainement des adolescents de 17 ans, mais il y a des enfants de 13 ans. À peu près le tiers des enfants de 13 ans, selon des études britanniques, ont vu de la porno. Les enfants de 11 ans aussi, à peu près le quart. Donc, c'est vraiment, selon certains, en Espagne, on qualifie ça d'épidémie. Parce que ces enfants-là, leur cerveau n'est pas fait pour voir ça et pour comprendre que c'est de la performance. De la pornographie pour adultes, entre adultes consentants, pour certains, c'est une forme de divertissement, mais c'est aussi de la performance. Oui. C'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec la vie sexuelle, surtout dans les débuts des ébats, quand on est le malaise, tout ça, c'est pas ça, là. Ouais. On est devant de la performance de gens qui font des ébats, qui sont essentiellement, souvent, on prend des médicaments pour être capable d'être encore plus sexuellement attiré. Donc, tout ça fait, Denis Martin, que, franchement, c'est pas pour les enfants. Alors, pourquoi dans une société où on se targue de protéger les enfants, on les laisse avoir accès depuis 15 ans, hein, parce que les sites porno gratuits, ça fait 15 ans qu'ils font une tonne de profit avec des clics. Donc, les clics d'enfants, ça les sert aussi, parce que ça veut dire quelqu'un de plus qui regarde ça.
Donc, vous proposez quoi? Alors, je propose, c'est relativement simple et d'autres pays ont pensé, c'est pas moi qui ai inventé ça, ce qu'on appelle la vérification d'âge. C'est-à-dire qu'à l'entrée de ce site porno, on redirige les clients vers ce qu'on appelle une tierce partie, une compagnie spécialisée en vérification d'âge, qui utilise les méthodes qui vont être choisies dans la réglementation, les méthodes que le gouvernement voudra bien établir, et qui fait qu'on va vérifier de façon sécuritaire, c'est écrit dans mon projet de loi, selon les règles de l'art, le fait que la personne qui veut aller sur un site porno est majeure. Maintenant, pour beaucoup de personnes de nos communautés, ça pose un problème parce que ça peut stigmatiser la personne qui ne veut pas être identifiée. Comment on résout ce problème-là? Mais c'est-à-dire que ça se pose pas seulement dans la pornographie, ça se pose dans tous les endroits où on demande maintenant une certaine vérification. Je pense par exemple aux jeux en ligne où on demande aussi des cartes d'identité et tout. Alors, mon projet de loi est très clair. On dit que toutes les règles entourant le respect de la vie privée doivent être respectées. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la destruction des données rapidement. On doit prendre les mesures les moins invasives possibles. Tout ça fait partie du projet de loi dans les principes. Et au moment de la réglementation, c'est-à-dire que ce n'est pas encore fait, on choisit les meilleures méthodes. Pour vous donner un exemple, en Allemagne, où depuis longtemps, on vérifie l'âge de ceux qui veulent avoir accès à de la pornographie, il y a une centaine de méthodes qui ont été autorisées par les autorités et donc qui sont en place. Et c'est souvent des compagnies qui ont des liens avec les compagnies bancaires. Donc, ils appliquent tout ce qui a trait à la vie privée de façon extrêmement stricte. C'est-à-dire qu'il y a une déségrégation des données, on efface les données. Donc, évidemment, si vous avez... Je comprends ce que vous dites. Il y a des gens qui peuvent avoir peur d'être reconnus, mais c'est vrai partout dans l'Internet. Alors, oui, il y a cette peur. On y fait face en s'assurant que c'est une vérification qui est faite dans les règles de l'art, mais en même temps, n'oublions pas que l'idée, c'est de protéger tous les enfants. Et ça, c'est quand même une volonté dans la société qui est importante, je pense. Beaucoup de ce projet-là a été critiqué à toutes sortes de niveaux. Absolument. Moi, je vais vous amener... Ça s'appelle le débat politique. Tout à fait. Je pense qu'après quelques années au Sénat, oui. Vous êtes habitués. Mais moi, j'aimerais vous demander, la porno, est-ce que c'est mal? J'ai jamais dit ça. Alors, donc, ça fait vraiment partie de la différence que je ferais entre mon projet de loi et un débat sur la pornographie qui a lieu dans les milieux féministes et tout. Parce qu'il y a des problèmes avec la porno, on s'entend là. Bien sûr. On a parlé de la performance, ça a des répercussions sur les gens qui commencent à prendre des médicaments. Exact. Oui. Exact. Alors, tu sais, on peut pas non plus dire, tu sais, tout va bien, Madame la Marquise, mais c'est un autre débat. Et moi, je ne m'intéresse que à la porno en autant qu'il n'y a aucune règle pour s'assurer que les enfants qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire la différence entre ce qu'ils voient et la réalité, écoutez, ça veut dire que c'est toute une génération qui vont commencer leur relation sexuelle en pensant qu'il y a une part de violence. Vous savez qu'il y a des enquêtes sérieuses encore là en Grande-Bretagne, parce qu'eux ont une loi déjà passée et tout, qui dit que les filles, à peu près 45%, s'attendent à de la violence dans leur relation sexuelle. C'est pas normal, ça. C'est pas ça, les relations sexuelles. C'est censé être un échange, du plaisir des deux côtés. Et donc, la pornographie comme industrie, elle existe. Et c'est pas du tout ça l'objet de mon... Et je n'ai jamais dit, vous pouvez aller voir tout ce que j'ai dit là-dessus, je n'ai jamais qualifié la pornographie pour adultes entre adultes. C'est ça, c'est légal. Ouais. C'est légal. En autant que c'est des adultes et c'est consenti. Exactement. Et il y a plein de choses illégales qui se passent sur ces sites. Et malheureusement, ça c'est un autre sujet, mais la police, parce que la police, on a eu plus d'actions aux États-Unis contre une compagnie qui est chez nous, là, Pornhub, que chez nous. Puis ces mêmes organismes-là, quand je parle des géants du web, ils peuvent facilement couper tout ce qui est l'information légitime sur leur plateforme, mais on a de la difficulté à enlever ce qui... Mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire que c'est très payant. Ouais. Il faut comprendre que ce soit les sites porno, que ce soit des sites à l'intérieur, il y en a même sur X, des pages porno, là. Il y en a un peu partout. Là. Tout à fait.
J'aimerais vous amener, parce que je l'ai dit en début d'entrevue, vous êtes une alliée de nos communautés depuis longtemps. Absolument. Pourquoi ça vous êtes proche de nous comme ça? Ben, écoutez, ça a commencé avec un collègue radio-canadien que j'ai très bien connu à Toronto. Il est décédé aujourd'hui, mais il s'appelait Pierre Tanguay. Que j'ai connu aussi, oui. Oui, et qui était gay et qui avait vécu toute la transition pour vraiment réussir à être lui-même, mais avec toutes les difficultés que ça comprenait, se cacher, s'exiler. Et il a contracté le sida. Et donc, je l'ai accompagné à des moments où j'ai vraiment vu de façon très, très brutale une certaine discrimination envers lui et aussi envers cette maladie qui était associée donc à l'homosexualité à tort et qui fait que les soins qu'il recevait, c'était toujours les gens avaient peur de lui, ne rentraient pas dans les chambres. Donc, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont choquée parce qu'un être humain est un être humain quelle que soit l'orientation sexuelle. Donc, à partir de là, j'ai beaucoup réfléchi à ces questions-là. Et là, la vie m'a amenée à un autre endroit qui a été... j'ai fait un peu de diplomatie et j'ai été émissaire aux droits et libertés de la personne du gouvernement du Québec, ce qui était un nouveau poste. Et mes 2 priorités, c'était l'égalité femmes-hommes et les questions LGBT. Donc ça a été vraiment un vrai défi. Et ce qu'on m'avait demandé spécifiquement de faire, c'est de connaître et de comprendre la communauté LGBT à Montréal pour les rallier derrière le projet du gouvernement du Québec à cette époque, on est à ce moment-là en 2017-2018, le projet de faire ce qui s'appelle maintenant Égide. Une association internationale, oui. Exactement, qui est une association internationale pour appuyer la diversité, particulièrement dans le monde francophone, beaucoup en Afrique, parce que, comme vous le savez, les injustices et l'absence de droits des communautés LGBT, c'est énorme. Moi, j'ai pu y aller, j'ai pu parler à ces communautés là-bas, et vraiment, ça n'a rien à voir. Mais donc, le Québec a fait ce qu'il fallait faire. On va vers eux, puis on essaye de les aider. Et ça, la communauté ici s'est rassemblée autour de cet enjeu. Il ne reste pas beaucoup de temps, mais êtes-vous inquiète par cette montée de haine envers les communautés queer, notamment les communautés trans, que les manifestations et tout ça, ce qu'on voit qui vient des États-Unis? Oui, il y a beaucoup de choses dont je suis inquiète. Effectivement, dans ces manifs, et on en a une à Ottawa, il y a toutes sortes de monde. Et il y en a qui sont plus extrêmes que d'autres. Mais je vous dirais que je trouve qu'en général, le discours envers pas mal de minorités est assez difficile. Et je dirais que tout l'Internet et tout ça y contribue. C'est pas très simple non plus pour les femmes en politique. Parce qu'évidemment, dès qu'il y a des désaccords, on parle de leur sexualité. C'est très difficile, comme vous le dites, pour des minorités, comme les trans aussi. Je vous dirais que ce qui n'est pas simple dans ce débat-là, c'est qu'il y a vraiment un besoin de reconnaissance, mais par ailleurs, il ne faut pas non plus aller trop vite dans certaines transitions. On a vu des choses qui sont inacceptables. Donc, c'est cette idée pour moi de garder un équilibre entre, oui, il y a des droits importants qu'il faut reconnaître et donner aux minorités, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment, encore là, de jeunes, d'enfants qui n'ont pas encore tout décidé dans leur vie. Alors, c'est un équilibre difficile et quand je dis ça, je ne veux pas être qualifiée d'homophobe. Non. Je réfléchis à ces questions-là, je regarde ce qui se passe et je me dis comment pourrait-on faire mieux? On va certainement devoir s'en reparler très bientôt, Jamie Ville-Deschênes, sénatrice. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci de m'avoir invitée. En bref. La Russie a placé le mouvement international LGBT sur sa liste des personnes déclarées terroristes et extrémistes, même si aucune organisation ne portant ce nom n'existe en Russie. Le président Vladimir Poutine, qui vient d'être reconduit à la tête de son pays pour 6 ans, promeut de longue date la famille et la religion face à un Occident décrit comme décadent et sataniste. Depuis l'attaque contre l'Ukraine déclenchée en 2022, les autorités russes répriment parallèlement de plus en plus fortement les minorités sexuelles. Depuis 2013, une loi en Russie interdit la propagande de relations sexuelles non traditionnelles à l'adresse des mineurs. Cette législation a été considérablement élargie fin 2022 pour interdire désormais toute forme de propagande LGBT+, dans les médias, sur Internet, dans les livres et dans les films.
En juillet 2023, les députés russes avaient également adopté une loi interdisant notamment aux personnes trans les opérations chirurgicales et les thérapies hormonales. Source Comitid. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Let's make America queer always. Make America Queer Always. Un regard sur les États-Unis avec Chantal Nadeau. Allô, Chantal Nadeau, professeure en études féministes et queer à l'Université de l'Illinois, Urbana-Champaign, mais je pense qu'on te rejoint à Chicago aujourd'hui. Oh, ton micro n'est pas allumé, Chantal. Ça arrive souvent sur les Zooms, hein? Et voilà. OK. Oui, on te rejoint Voilà. donc on te rejoint à Chicago aujourd'hui. Oui, écoute, j'ai des petits problèmes de communication, alors j'espère qu'on va pouvoir faire nos 12 minutes sans interruption. Voilà. On va espérer que le iPhone ou Matou ne viennent pas nous jouer des tours. Chantal, tu me fais lire des articles, je vais te dire renversant. T'es queer for Trump. Là, tu me niaises, là. Non. Je sais que ça peut paraître assez étonnant, mais bon, il faut voir que dans la tradition politique américaine, il y a toujours eu des queers, des gays lesbiennes qui ont voté pour les républicains. Disons qu'on s'attendait avec la rentrée de Trump il y a quand même 5 ans que ça allait un peu s'atténuer, mais c'est pas tout à fait ce qui se passe. Et c'est assez renversant, comme tu dis, avec les articles que je t'ai envoyés. Alors, voilà, c'est ça. Alors, il y a une historique quand même, hein, je veux dire, et c'est pas nouveau, mais disons on s'attendrait à avoir un phénomène d'atténuation, mais c'est pas ça qui se passe. Parce que là, il faut se le dire, c'est pas un problème pour une personne queer d'être de droite. Hein. Ça existe. Mais là, c'est parce qu'on parle d'autre chose, là, Donald Trump. Donc, qu'il n'y a pas toujours un discours très ouvert vis-à-vis de nos communautés, là. Non, et puis je pense que c'est ça qui étonne un petit peu, c'est que, mais en même temps, ça fait sens. Si on se penche là-dessus, j'ai vraiment réfléchi quand je t'avais envoyé les premiers liens, Denis Martin, j'ai vraiment repensé à tout ça. Et en même temps, ce qui est intéressant de voir, c'est que aux États-Unis, il faut déclarer notre allégeance quand on vote. Alors, chez les gays, ceux qui s'identifient comme gays lesbiennes et qui votent euh, aux élections présidentielles, il y a au niveau qui s'identifie au Parti républicain, il y a une personne sur 6 qui s'identifie comme gay lesbienne. Donc, c'est quand même assez important. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est que ça rejoint la logique qui est la sacro-sainte logique américaine, qui est l'individualisme, la propriété et la liberté de religion. Alors, les gens, les queers ou les gays lesbiennes qui votent républicains, c'est d'abord des gens qui croient vraiment à la liberté d'expression, la liberté de religion et le droit à la propriété. Alors, Mais, ça, c'est sacro-saint. Alors, quand on pense à ça, ça fait sens. Ça fait particulier. mais c'est là, je comprends ça, mais là où j'ai été étonné, c'est qu'il y a même des groupes, là, des gens qui appuient, pas juste les républicains, Donald Trump. Il y a même une drag queen qui s'appelle Lady MAGA, hein, Make America Great Oui. Again, qui milite. J'ai de la misère à le dire sans rire, mais c'est quand même assez drôle. Une drag queen, donc Lady MAGA, qui milite pour Donald Trump. Oui, mais là, il faut corriger ça aussi, hein. Et Ouais. encore dans la logique républicaine, c'est que Lady Gaga, hein, qui est connue comme Ryan Woods dans la vie, s'identifie pas comme drag queen. Ah, Elle s'identifie comme artiste en costume. Parce que drag queen, ça a une connotation trop de gauche, hein. Alors voilà, c'est pour ça. Alors que même si Ryan Woods, aka Lady Gaga, participe aux différents rallyes républicains, c'est toujours en tant que, comme je disais, je sais, on en rit, là, artiste en costume. Et c'est intéressant aussi parce que Lady Gaga est très anti-trans, s'identifie comme gay, refuse
est contre l'affirmation des trans, promouvoit que la question des bloqueurs inhibiteurs d'hormones ne devrait pas être administrée avant que les gens aient 18 ans. Donc, tout ça, ça fait partie aussi d'un discours qui est très, très anti-trans. Et à ce niveau-là, c'est pour ça que Lady Gaga cartonne dans les rallyes. OK. Bon. Cela dit, il y a quand même une longue histoire, tu l'as dit, de personnes queer ou gays qui appuient les groupes conservateurs. Puis là, on parle donc des log cabin. Oui. Ça, c'est des républicains gays. Oui, et puis bon, ça c'est une organisation, c'est une espèce de groupe, un lobby, si tu veux, mais ce sont des élus républicains. Et ça, quand même, le log cabin, ça a quand même 40 ans. Hein. Alors, on oublie ça. Et c'est intéressant si on pense à 40 ans parce qu'on pense en pleine crise du sida dans les années 80. Hein. Et ce qui est assez fascinant avec eux, c'est qu'ils sont anticommunautaires. Donc, encore, ce qu'ils défendent, c'est les droits individuels. Et pour eux, être gay, c'est pas ce qui les définit, ça fait partie des valeurs qu'ils sont. Hein. Alors, ils sont contre tous les droits collectifs. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait, mais vraiment rien fait en pleine crise du sida. Ils font encore rien en ce moment. Parce que pour eux, c'est comme un club, c'est comme un club privé, si tu veux. Et tout ce qui s'appelle collectif, c'est toujours remis en deuxième par rapport aux droits individuels. Alors pour eux, être gay, c'est comme un statut, mais c'est surtout pas un droit. OK. OK? OK. Je sais que ça fait c'est particulièrement compliqué à comprendre, mais je le comprends. C'est vraiment des gens qui rejettent ce que... Et ça existe ici au Canada aussi. En fait, finalement, je reviens sur toute cette histoire. Donc, il y a un groupe quand même pas anodin de personnes queer qui appuient MAGA, Make America Great Again, ou Donald Trump. Pour moi, je vois ça là, comme des personnes juives qui iraient voter pour les nazis ou encore des personnes noires qui supporteraient le Ku Klux Klan. Ça n'a pas de bon sens, Chantal. Oui, mais il faut faire attention. Moi, je fais toujours un petit peu attention pour faire des équivalences avec la race et la sexualité. Mais je te comprends. C'est comme, tu sais, c'est de dire, bon, je vais revenir par rapport aux femmes, par exemple. Oui. Si Trump a été élu en 2020, hein, c'est à cause des femmes blanches de banlieue aux États-Unis. OK? Ils l'ont vraiment appuyé. Alors, je sais que ça fait aucun sens, là, mais c'est ça. Alors, c'est qu'il faut comprendre que la question identitaire, pour certaines personnes, c'est toujours relégué en deuxième par rapport à la question de l'avancement individuel. Okay. Et c'est pour ça que, encore une fois, par rapport de log cabin, il faut comprendre ça dans cette logique-là. Les gens qui appuient, les gays qui appuient Trump aux États-Unis, c'est vraiment ça. C'est qu'ils ne se voient pas comme des personnes gays en premier. Ils se voient comme des individualistes qui s'adonnent qu'ils sont gays en passant, mais qui veulent avoir avoir accès aux ressources financières. Au pouvoir. Oui, au pouvoir, c'est ça, exactement. On va parler de la Cour suprême parce que tu as trouvé Oui. quelque chose d'important pour nous là-dessus. Oui, écoute, il y a vraiment des travaux, puis j'aimerais que je puisse mettre des liens sur le site, de notre chronique. Écoute, il y a vraiment des travaux extraordinaires qui se font aux États-Unis par des intellectuels queer de gauche. Et ce qui est intéressant de voir avec la Cour suprême en ce moment, c'est qu'on est passé toutes les décisions qui se passent en ce moment par rapport aux droits des gays, des trans, aux droits des femmes par rapport, si on passe à l'avortement, c'est une Cour suprême depuis, et pour la petite histoire, Trump a fait nominer 3 juges sur la Cour suprême. Donc, il a changé complètement la balance du pouvoir d'une Cour suprême qui était plutôt à gauche ou plus progressiste à une Cour suprême qui est beaucoup plus conservatrice. Et ce qui est intéressant de voir avec cette Cour suprême-là, c'est une Cour suprême qui défend le droit de la majorité, une majorité blanche, chrétienne et en moyen. Ouais. Et alors, toutes les décisions qui viennent de la Cour suprême sont basées là-dessus. Alors,
quand on pense aux droits des queers, quand on pense aux droits des Noirs, aux droits des trans, aux droits des femmes, oublie ça. Ça va être une Cour suprême qui est vraiment sur protéger le droit de la majorité blanche chrétienne en moyenne. Donc, ça augure pas bien pour les droits des minorités aux États-Unis. Il nous reste quelques minutes, puis je sais que tu voulais nous parler de certains leaders d'Europe, des leaders gays de droite. Oui, parce que, tu sais, on est toujours le nez collé sur les États-Unis. Bien sûr, ça fait partie de ma chronique, je te l'avoue. Mais il faut voir que, tu sais, et ce qui est étonnant, c'est que dans la petite histoire récente, surtout par rapport aux Pays-Bas, écoute, il y a 2 leaders ouvertement gays qui sont très de droite, mais des nationalistes de droite. Ça veut dire qui ont promu un discours anti-immigration très fort. On parle de Pim Fortuyn au début des années 2000, je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui. Et puis là, plus récemment, Geert Wilders, qui a été élu aussi au Parlement des Pays-Bas. Et encore une fois, pour la petite histoire, les Pays-Bas, c'est le premier pays au monde qui a donné qui a accordé le droit au mariage gay. Alors, et ça aussi, c'est intéressant de voir que, donc, il y a une espèce de corrélation entre l'Europe en ce moment qui est très anti-immigration, le discours de Trump, qui n'est que ça. Alors, voilà. C'est un discours donc qui risque de se retrouver ici au Canada aussi, Chantal. Alors, toi, tu couvres les deux parce que t'es Canadienne qui vit aux États-Unis. Chantal Nadeau, c'est toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. On va te recevoir à nouveau le mois prochain, puis avec d'autres sujets. Là, je peux te dire que lorsque j'ai annoncé la chronique aujourd'hui, il y avait des petits bonhommes fâchés en dessous. Sur les réseaux sociaux, j'ai dit j'avais bien raison que les gens étaient pour réagir. Merci beaucoup encore, Chantal. Au mois prochain. OK, porte-toi bien, Denis Martin. Merci. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. Et puis en deuxième partie, le 31 mars, c'est la journée de visibilité trans et une action est prévue pour demander la fin du comité des sages du gouvernement du Québec sur les identités de genre. Et on va aussi parler de films trans à notre chronique Ma vie en cinéma queer. C'est avec Donald Bilodeau. C'est tout de suite après notre petite pause de 2 minutes. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Alors, on va parler de films trans à la chronique Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. Mais avant, la journée de la visibilité trans, ce samedi, c'est juste avant Pâques, et on reçoit, j'étais pour dire notre beau petit coco en chocolat, mais on dira pas ça, Désiré Duchesne du collectif Nous ne serons pas sages. Salut, bienvenue à l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est notre 2e fois ensemble, mais Exact. Je vais quand même poser la question, accord et pronom avec toi. J'utilise elle en français. Parfait. Ouais. Alors, pourquoi cette journée donc de la visibilité trans? Au départ, la journée de la visibilité trans, c'était aussi c'est le jour du souvenir. C'est un moment de commémoration pour les personnes trans qui sont disparues au courant de l'année. L'année commençant, en 31 décembre, on finit l'année, mais en même temps, l'année, apparemment, l'équinoxe, dans ce cas-ci, on le prend en compte peut-être plus avec la journée de la visibilité / du souvenir trans. Et cette année, on a une grande campagne qui a été montée avec 114 organisations maintenant de partout du Québec, autant des groupes trans, des groupes LGBT, des groupes féministes, des groupes syndicaux, étudiants et étudiantes, puis on est en train de créer un moment qui est peut-être un petit peu plus large que ce qu'on voit normalement avec la journée de visibilité trans. Ouais. Je vais revenir sur visibilité parce que Ouais. c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. Ouais. Quand on est invisible, on se fait discriminer. Quand on est visible, c'est un peu plus difficile. Exact. La question de la visibilité puis de l'invisibilité, c'est un truc qui est toujours touchy parce que, comme tu viens de le dire en très peu de mots, je pense qu'il y a aussi la question du danger aussi dans l'idée de la commémoration. C'était aussi de se dire, concrètement, à chaque année, la journée a commencé aux États-Unis,
à chaque année, il y a des dizaines de personnes trans qui meurent, qui sont tuées ou qui meurent de suicide. Cette année, on en a eu déjà quelques personnes qui sont décédées dans des cas de figures médiatiques déjà, des grosses situations que la communauté a déjà été touchée majeurement. Donc, c'est un moment pour se rappeler les personnes qu'on connaît, les personnes qui ont été visibles, qui sont décédées, les personnes qui sont aussi qui continuent à se battre, de se réunir ensemble. Souvent, c'est un moment de commémoration, c'est un moment pour se réunir, pour comme réfléchir à c'est quoi qu'on veut avoir comme communauté, au-delà de justement, comme juste, il y a la question de la visibilité, mais après, il y a tellement d'autres choses qu'on veut mettre en place. Puis cette année, je pense qu'il y a aussi ça beaucoup, il y a beaucoup de groupes plus militants, plus jeunes aussi, qui veulent comme prendre une place par rapport à qu'est-ce qu'on veut comme société quasiment là, par rapport à ça, par rapport au comité des sages. On parle entre autres de journée de Vengeance, de Trans Vengeance Day pour l'idée de la libération trans, qui est un sujet que là, 4-5 ans, on parlait pas beaucoup. Puis maintenant, la plus jeune garde, ils voient que il y a encore beaucoup de lutte à faire en fait. Fait que je pense qu'on arrive à un point que ces conversations-là reviennent avec un fond politique très différent de ce qu'on voyait très, très récemment. Justement, parce que en toile de fond, il y a ce comité des sages nommé par le gouvernement du Québec, 3 personnes totalement cisgenres, qui ne sont pas impliquées dans nos communautés, qui doivent décider qu'est-ce que sera le plan d'action du gouvernement vis-à-vis les personnes, l'identité de genre. Exact. Ça, c'est la toile de fond. Toile de fond aussi, les manifestations qui ont lieu depuis longtemps. On pourra aborder ça. Donc, il y avait plusieurs organismes qui existaient indépendamment l'une de l'autre, mais là, ces organisations-là se sont regroupées sous un thème. Donc, parlons un peu de ce collectif. Au départ, ça a été organisé par comme vraiment dans une approche grassroots. On voulait se rassembler autour de là, on voit qu'il y a ça qui est en train de se passer. On n'a pas de mobilisation qui sont partis des groupes communautaires. Le Conseil québécois, il n'a pas pris d'action. Ils sont autour de la table plutôt avec le comité des sages. Ils ne sont pas membres, mais ils sont consultants, puis ils préfèrent présentement avoir cette posture-là. Et nous, ce qui a commencé par émerger, c'était c'est pas suffisant d'être autour de la table. Ce qu'on voit, c'est qu'on est autour des tables depuis combien de temps que les plans de lutte sont organisés. Puis pour les enjeux trans, ça fait 5-10 ans maintenant que les enjeux trans sont autour de la table. Là, qu'il y a des groupes trans qui survivent pour essayer de parler au gouvernement, pour essayer d'avoir des plans qui sont inclusifs, avoir des trucs qui se passent. Puis là, on voit qu'il y a plus de recul en fait que d'autres choses. Ce qui fait que, au départ, moi, j'étais une personne qui était impliquée assez tardivement dans ce projet-là. J'ai été invité comme porte-parole, que je suis vraiment contente de participer en tant que militante de longue date, mais aussi comme participante, organisatrice. Ça me fait vraiment plaisir d'aider cette communauté-là qui s'organise autour d'une manif, qui s'organise autour de plein d'actions. C'est vraiment beau de voir ça. Par contre, c'est ça, il y a comme tellement à faire. Puis je pense que au départ, ce qu'on veut apporter, c'est que c'est ça. Qu'est-ce que la légitimité d'un comité qui est bâti sur un peu comment dire, une panique morale qu'on utilise là, tu sais, l'idée que il parle d'enjeux c'est un truc d'école, je pense, qui était arrivé. Des toilettes non genrées dans les écoles, madame la professeure qui se faisait appeler MX. Oui, c'est ça. Puis là, avec ces exemples-là un peu fantoches, ils ont fait un cas de figure pour comme revenir sur des politiques qui étaient en train de prendre acte déjà très, très lentement là, au gouvernement comme provincial. Mais au moins, il y avait des politiques. Et là, ce qu'on voit, c'est que ces politiques-là sont mis un peu sur la tablette pour avoir un nouveau comité pour réfléchir à des choses avec des budgets qui sont supérieurs à ce qu'on avait comme dans le milieu communautaire LGBT. Il faut aussi le nommer. Dans le milieu LGBT, les projets, les charges de projet c'est minime ce qu'on reçoit. C'était longtemps avant qu'on en ait aussi. Avant 2005, il n'y avait presque pas de financement dans le milieu LGBT. Fait que tout ça qui était maintenant, qui est un peu en re-questionnement, avec un budget qui est supérieur au sein du comité des sages. Il y a beaucoup de questionnements qui a été apporté, puis pas beaucoup de discussions. Je pense que cette optique militante-là qui renaît, d'un sens, c'est une manière aussi... On sait qu'on est écouté, on sait que le gouvernement va nous écouter, on veut être là pour... Je pense qu'il y a quand même une optique de reprendre la lutte puis de mettre en place comme des espaces pour que les personnes puissent être écoutées. Par contre, ça passe par une diversité de tactiques. Là, présentement, il y a entre autres une manifestation qui va arriver le 31 mars à Montréal. Juste revenir quand même, il y a eu des choses qui sont passées. Parce que ce comité-là, malgré tout,
Elle dit au gouvernement, non, on n'attendra pas, là, mettez donc le X comme choix sur les cartes d'assurance maladie et permis de conduire. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est une très bonne nouvelle. Je l'ai annoncé aussi, on en parlait il n'y a pas super longtemps dans un autre média. Pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle. Pour moi, c'est le fait que, ça fait 2 ans que c'est supposé être c'est légal. Ça fait au niveau provincial. Dans d'autres États au Canada, c'était la Cour fédérale elle a situé que c'était officiel, c'est mandatoire. Fait que du coup, moi, j'ai sens que c'est un peu des pinottes qui nous donnent maintenant comme tu sais, vous voyez, on fait des trucs, c'est vrai. Mais selon moi, c'est des trucs qui auraient dû être faits concrètement le ministère de la Santé pour les questions de les cartes d'identité, c'était déjà confirmé, c'était déjà possible, c'était super facile. Il y avait juste un blocage gouvernemental, il y a eu déjà des articles là-dessus qui disaient non, mais vous pourriez le faire là. Donc, c'est une manière de faire, pour moi, selon moi, c'est une manière, tu sais, il y a des choses faciles qui peuvent être faites. Je pense qu'il y a des choses que, concrètement, ils se rendent compte que le comité des sages, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise foi. Je pense que c'est pas le comité sage le problème. C'est le pouvoir et la légitimisation d'un comité qui, in fine, inclut pas de personnes trans, ni de personnes qui sont alliées. Vraiment, selon moi, c'est pas des personnes qui au départ étaient alliées des communautés. Et en plus, il n'y a pas d'experts-expertes. Bref, on est dans une situation un peu... des échos chambers qu'on est complètement séparés des communautés LGBT du gouvernement, encore une fois, qui ça crée pas une cohésion là. On n'est pas dans une société comme civile, politiquement forte où est-ce qu'on pourrait s'écouter, quoi. Nous ne serons pas sages. Je suis passé devant une vitrine tout à l'heure dans le village à Montréal et j'ai bien vu les décalques à poser. Alors, vous allez faire est-ce qu'on peut dire des coups d'éclat ou des actions visibles? Moi, en étant sur le comité média, je ne pourrais pas te dire exactement qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps. C'est sûr que dans le village, ils ont en fait c'est organisé, il y a des groupes, c'est plus des groupes qui sont pas nécessairement associés directement avec la campagne. Fait que je peux pas te dire exactement qu'est-ce qui va se passer. Entre autres, justement, dans le village, ils ont mis des affiches sur Espace LGBT, le bâtiment qu'on a acheté, que je suis le membre du CA. J'étais comme, il va falloir les nettoyer, ces vitrines de la gag. Mais il y a peut-être, c'est ça, je pense que présentement, il y a des petites actions qui se passent par des petits comités sur le côté. Par contre, c'est sûr qu'il va y avoir des actions de visibilité après la manif. Aussi, comme là, on parle d'une manif à Montréal, mais il y en a une à Sherbrooke aussi qui s'organise. Québec aussi ont une... Donc, le jeudi de Pâques, là, le jeudi saint, pardon, il va se passer... On va peut-être manger des cocos, mais l'affaire va être chocolat. J'espère qu'on va avoir une belle manif. Oui. Moi, j'ai confiance qu'on ait probablement une des plus grosses manifs de l'histoire du mouvement trans à Montréal. On a les syndicats derrière nous, on a les groupes féministes, ce qu'on n'a jamais vu dans le milieu trans, là. Avoir des groupes féministes avec nous, la FFQ, les groupes de tous les milieux à Montréal. La liste est longue. La liste, c'est très, très long. Fait que d'avoir juste ça, déjà, c'est une grande force, une grande possibilité. Après, quel genre de mobilisation qui va arriver sur le terrain, je pense qu'on va pouvoir le constater. Par contre, c'est aussi encore là une question de est-ce qu'on va avoir la place dans les médias après coup, comment on va pouvoir le partager, quelle information qui va en rester. À chaque année, c'est tout le temps un peu difficile de pouvoir revenir sur quelque chose qui est tellement ancré, tu sais, puis les enjeux trans, ça change lentement. Ouais. Mais des personnes qui, in fine, encore comme je le disais tantôt, des gens qui décèdent, des gens qui struggle à chaque jour, qui ont de la difficulté à juste pouvoir se trouver des emplois encore en 2024. Fait que du coup, pour nous, je pense que c'est aussi cette place de dire, tu sais, on en a assez, puis il faut vraiment prendre acte. Il y a un problème social envers les communautés trans, envers les enjeux trans, mais le problème, c'est pas dans l'utilisation des toilettes, c'est dans le fait qu'ils manquent d'emploi, qu'on ait des problèmes de santé graves, des problèmes de santé mentale. L'accès aux soins de santé. Il y a beaucoup de levels, là. Ouais. Et tout ça, c'est là qu'on devrait peut-être collectivement réfléchir, quoi. Parce qu'on voit des choses absolument abominables, hein, l'accès aux soins de santé, mais pour tout le monde. Mm-hmm. Mais personnellement, quand on vit la dysphorie de genre, je sais que c'est un terme qu'on galvaude, mais c'est un terme important. Mm-hmm. Alors, ça aussi, il y a des problèmes, il y a des enjeux. Exact. On peut prendre l'exemple de Trans Express, qui est un contre-exemple. On s'entend que c'est pas extraordinaire comme documentaire. On parle du reportage de Radio-Canada, oui. Merci bon, il y a plusieurs fautes, mais... Fondamentalement, le problème, c'est que dans des cliniques privées, l'accès rapide, c'est rapide parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Puis les gens, ils se font donner des accès rapides sur tous les enjeux de santé. C'est un problème transversal en santé. Moi, j'avoue que ça m'a mis vraiment mal à l'aise quand j'ai vu ça parce que je pensais à la santé de la personne sur place. On ne remet pas en question l'accès, mais on remet en question ce genre de traitement-là, c'est clair. Mais c'est qu'à la place d'avoir des soins de santé qui sont globaux, qui sont là pour comme les personnes sur du long terme, on se fait donner à la carte. Mais ça donne un système de santé qui est privatisé, c'est ça que ça apporte aussi, tu sais. Fait qu'en tout cas, on voit des enjeux transversaux, quoi. C'est pas juste les enjeux trans, c'est
des enjeux sociétals, quoi. Désiré, t'es quelqu'un que je connais depuis longtemps. Toi, là, comment tu vis ça présentement, tout ce qui se passe? Moi, ça va quand même Ouais. bien. Moi, Ouais. personnellement, je veux dire, je vois autour de moi beaucoup de souffrance, beaucoup de peur, mais en même temps, ce que je me dis, c'est je veux dire, je vois mes communautés autour de moi aussi. Je vois des groupes que j'aurais pas pu. Je parle avec des personnes homosexuelles de 50-60 ans qui sont comme moi. Je suis down avec ce qui est en train de se passer. Je vois ce qui est en train de se passer. Puis pas juste pour les personnes trans. Il y a des difficultés, une remontée de la violence envers les communautés c'est transversal. La violence envers les personnes marginalisées, c'est un truc qui augmente présentement partout en Amérique du Tu Nord. trouves ta force là-dedans, finalement. Dans la communauté, oui, puis je pense que comme d'être là en support à chacun et chacune, à voir qu'on n'est pas tout seul. Les conversations, in fine, au Québec, on a quand même la chance d'être à l'écoute. Je pense que globalement, la société est beaucoup plus prête que 5-10 ans sur ces enjeux-là. Mais en termes de gouvernement, peut-être qu'on a un manque d'écoute ou d'ouverture encore. Fait que je pense qu'il y a un petit décalage, mais je pense qu'on s'en va dans une bonne direction quand même. En tout cas, j'espère. Je suis là de tout cœur, quoi. Alors, Désiré Duchesne, qui est porte-parole du collectif Nous ne serons pas sages, et aussi, puis je vais le mentionner, qui travaille à Espace LGBT, Ouais. le futur établissement LGBT à Montréal, qu'on a hâte de voir. Exact. Je suis plus dans le CA depuis quelques années déjà, puis on a bien hâte de vous donner ce beau projet à tous et à toutes qui nous écoutent, puis à toute la communauté montréalaise, bien sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Merci. Bonne journée. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ma vie en cinéma queer avec Donald Bilodeau. Salut Donald. Salut, Denis Martin. Bonjour tout le monde. C'est une journée où on parle beaucoup des personnes trans aujourd'hui. Oui, il se passe beaucoup de choses dans l'émission. Si vous entendez des portes qui ouvrent et qui sortent, qui se ferment, c'est parce qu'on est beaucoup de personnes en même temps. Il y a de l'action. Oui, parce que beaucoup de personnes en studio aujourd'hui. Donald, on va parler justement de films trans. Oui, aujourd'hui, on va parler de films trans parce que je tiens à préciser qu'avant l'an 2000... attends un petit peu, je vais juste mettre ceci, voilà. Alors, avant l'an 2000... on parlait de personnes trans dans les films, mais c'était souvent des personnes anormales, des meurtriers, des sociopathes, qu'on pense à des films comme Psychose, comme Le silence des agneaux, ou encore Pulsion, le fameux Dress to Kill de Brian De Palma, avec Michael Caine qui assassinait ses patientes. Alors, Mais c'est un peu comme on décrivait les gays dans le passé, là. Les gays, c'était des comédies, hein, à la cage aux folles ou ce genre de trucs-là. Ouais. Mais avant de parler de ça, je voudrais vous parler parce que je ne ferai pas une chronique sur le cinéma d'horreur, même pas à l'Halloween. Je pense que LGBTQ et horreur, ça ne va pas vraiment ensemble au cinéma, là. Mais en fin de semaine... ça dépend quand tu... OK, laisse faire. J'étais pour envoyer de quelque chose d'absolument. Oui, je te vois venir. Alors, c'est qu'on a vu en fin de semaine, mon conjoint et moi, sur Netflix, un film quand même assez terrifiant qui touche la communauté LGBTQ et je pense que c'est quand même un film intéressant. Donc, c'est pour ça que je tiens à prendre 2 petites minutes pour vous en parler. Le film s'appelle They, Them. Alors, They, T-H-E-Y, ils, oui. au pluriel, / Them, mais qui met en vedette nul autre que M. Footloose lui-même, l'acteur Kevin Bacon. Un allié en passant. Oui. C'est un film américain réalisé par John Logan et sorti en 2022. Alors, il s'agit de la première réalisation de John Logan, qui est un scénariste gay. Le film est présenté au festival Outfest avant d'être diffusé aux États-Unis sur la plateforme Peacock. En passant, Outfest, c'est un festival de cinéma gay et lesbien américain qui se tient à Los Angeles, en Californie. Le synopsis du film est le suivant. Plusieurs adolescents sont envoyés par leurs parents dans le camp Whistler pour y subir une thérapie de conversion visant à les réorienter sexuellement. Le camp est dirigé d'une main de fer par Owen Whistler, alias Kevin Bacon, avec ses codes prônant l'hétéronormativité et ses méthodes violentes. Livrés à eux-mêmes, les adolescents vont devoir s'entraider pour survivre, d'autant plus qu'ils sont traqués par un mystérieux tueur. Alors, parmi les jeunes, il y a un gay, une lesbienne, un trans, un non-binaire, etc. Donc, vous voyez que tous les ingrédients sont là pour en faire une histoire, somme toute, assez intéressante, même si, on s'entend, c'est pas un film qui va gagner des Oscars. Parlant d'Oscars, revenons maintenant sur notre sujet du jour. Sur notre sujet du jour, oui. Je voudrais vous parler du film Boys Don't Cry, ou en français, Les garçons ne pleurent pas, parce que c'est vraiment un des premiers films
qui a été tourné en 1999, présenté en 2000, qui parle d'une façon extraordinaire des personnes trans. C'est signé Kimberly Peirce. Ça met en vedette la toujours extraordinaire Hilary Swank, qui a d'ailleurs gagné l'Oscar dans ce film-là. Hilary joue le rôle de Brandon, une jeune femme qui se fait passer pour un garçon et qui soulève la colère de jeunes délinquants. Né dans un corps de femme, Brandon se sent homme et il a consulté des médecins pour entreprendre une transition par injection d'hormones. Mais hélas, à seulement 21 ans, il est assassiné par 2 jeunes hommes dans un coin reculé du Nebraska, en plein cœur des États-Unis reculés. C'est une œuvre à la fois sincère et brutale, et ce rôle donc a permis, comme je le disais, à Hilary Swank de gagner l'Oscar, ce qui, de la meilleure actrice de l'année, ce qui était une première aux Academy Awards pour une actrice tenant le rôle d'une personne trans. Parlant de Transamérica ou Transamérique? Transamérica ou Transamérique, un très bon film, une comédie dramatique qui est en réalité un beau road movie au sujet délicat, traité avec retenue, respect et honnêteté. C'est réalisé en 2005 par Duncan Tucker. L'histoire est la suivante. Un transsexuel sur le point d'être opéré pour devenir une femme se rend à New York retrouver un fils dont il ignorait l'existence. La personne trans s'appelle Sabrina Osborne et elle est brillamment incarnée par l'actrice Felicity Huffman, qui a d'ailleurs gagné le Golden Globe de la meilleure actrice pour ce rôle et elle a été aussi nominée à l'Oscar. Certaines personnes pourraient créer ici un débat autour du fait que c'est une vraie femme qui joue le rôle de Sabrina et non pas une véritable personne trans. Mais moi, je ne vais pas embarquer dans ce sujet-là parce que pour moi, le métier d'acteur, c'est justement celui de prêter son corps et sa voix à un personnage qu'il n'est pas en réalité. Mais c'est un débat. Mais c'est un débat. Et je le comprends. Et on peut le comprendre. Sauf qu'il fallait. J'ai pas d'opinion là-dessus. Ouais, ben c'est ça. Puis il fallait commencer en quelque part. Ouais. Là, on est en 2024. À cette époque-là, on était ailleurs. Donc, on verra. Il n'y a plus personne de blanc qui fait des rôles de personnes noires, les blackface. Oui, et de moins en moins, on voit des acteurs hétéros jouer des rôles gays. Puis on voit de moins en moins des personnes non cisgenres jouer des rôles trans. Mais bon, c'est encore en développement. Oh, ça va être en éternel développement. On passe à un autre film extraordinaire de notre cher et adoré Jean-Marc Vallée. Qu'on aime, oui. On ne peut pas passer à côté de Dallas Buyers Club, paru il y a un peu plus de 10 ans, en 2013. Alors, le synopsis s'inspire de la véritable histoire de Ron Woodruff, créateur du Dallas Buyers Club, le premier des 12 clubs qui permettront aux séropositifs américains de se fournir en médicaments antirétroviraux étrangers. Ron Woodruff est un cow-boy violent, macho, homophobe, adepte du rodéo, de l'alcool, de la cocaïne et du sexe. Il est déclaré séropositif au VIH et apprend qu'il ne lui reste plus que 30 jours à vivre, fatalité qu'il nie et rejette d'abord violemment. Mais alors qu'il croyait le sida réservé aux homosexuels, il entreprend à la lecture de documents spécialisés que ses rapports non protégés avec des toxicomanes ont été la cause de sa maladie. Face à l'inefficacité et à la dangerosité de l'AZT, seul médicament antirétroviral autorisé sur le sol américain à cette époque, il se lance dans la contrebande de médicaments de remplacement qui ne sont pas autorisés par l'agence américaine qui s'occupe des médicaments, la FDA. Il s'associe rapidement avec Ryan ou Raymond, une séropositive transgenre avec qui il étend son entreprise. Le fameux personnage de Raymond Rayon est joué par Jared Leto, qui a remporté justement l'Oscar du meilleur acteur de soutien pour ce rôle. Je crois donc que c'est la 2e fois aux Academy Awards qu'un acteur remporte un prix pour le rôle d'une personne trans après Hilary Swank dans Boys Don't Cry. Je vous dis ça sous toute réserve, mais je pense pas que je me trompe. Je vais me permettre un petit commentaire ici. Dans la série de balados d'Olivier Bernard, le pharmacien, qui s'appelle Dérive, la dernière série, il aborde ce film et il raconte qu'il a dû remettre les pendules à l'heure à Jean-Marc Vallée parce que ça s'en allait pas là du tout. Ah oui? Il y avait toute une histoire de comment est-ce qu'on appelle ça, de complotisme derrière ça. Mais oui. OK. Faut écouter ça. OK. Un autre film. 2015, paraît un autre excellent film intitulé The Danish Girl. C'est le même titre en version française. C'est un film biographique américano-britanno-germano-danois. Donc, il y a beaucoup de pays qui sont mêlés à l'histoire. C'est réalisé par Tom Hooper.
et s'est présenté à la Mostra de Venise 2015 en compétition. Tiré d'une histoire vraie, le film retrace l'histoire de Lili Elbe, une artiste danoise connue pour avoir été la première personne à recourir à une opération de réassignation sexuelle. Le réalisateur Tom Hooper s'est inspiré du roman homonyme publié à l'an 2000 par David Ebershoff. Et donc, au milieu des années 1920 à Copenhague, au Danemark, l'histoire d'amour et le destin remarquable de l'artiste danoise Lili Elbe, née Einar Wegener, peintre paysagiste estimé, devenue la première femme transgenre de l'histoire à avoir obtenu des opérations de réassignation sexuelle, et de sa femme Gerda Vernegger, portraitiste mondaine. Leur mariage, pourtant fort et sincère, est mis à mal et leur développement, à la fois personnel et professionnel, est menacé, tandis qu'elle s'embarque sur des territoires encore inconnus de la transidentité, tout en faisant face à la désapprobation de la société. L'acteur Eddie Redmayne se transforme en Lily alors que la délicieuse Alissa Vikander interprète avec brio sa femme Gerda. Évidemment, le film a été victime de la censure dans plusieurs pays, mais quand on regarde la liste des 10 pays, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, Oman, la Malaisie, disons qu'il n'y a rien de surprenant. Ouais, il fallait s'y attendre. En Jordanie, le film a même été censuré au prétexte qu'il promouvait l'homosexualité et la transformation de genre. Imaginez. Rien de moins. Rien de moins. Les Français aussi se sont commis dans ce thème. Oui, tout à fait, avec Tomboy, sorti en 2011. C'est un drame psychologique de la réalisatrice Céline Sciamma qui raconte l'histoire d'une fille de 10 ans aux allures androgynes qui se fait passer pour un garçon auprès des enfants de son nouveau voisinage. C'est une habile exploration de l'identité féminine et cela évoque la thématique du genre pendant l'enfance et notamment le questionnement que celui-ci peut provoquer chez les enfants. L'interprétation de la jeune Zoé Héran est à la fois crédible et fort attachante. Bref, c'est un petit film à voir avec plaisir. Et on va parler de notre beau Xavier Dolan. Oui, en fait, c'est que un petit mot sur le Québec, parce qu'il y a peu de films d'ici qui ont jusqu'à maintenant traité du sujet. Il y a Solo, mais je ne l'ai pas encore vu, donc je ne vais pas me prononcer sur ce film-là. Mais Solo, c'est plus univers trans. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, donc, il y a eu... Excuse-moi, l'univers drag queen. Drag queen, oui, c'est ça. Excusez-moi, je déparle. Ouais. Alors, il y a Laurence Anyways, évidemment, de Xavier Dolan, mais ça, je vous avais déjà parlé, j'avais fait un spécial Xavier Dolan en début de saison, donc j'en avais déjà parlé. Ce que j'aimerais souligner, c'est le fait que l'écrivaine et actrice trans Gabrielle Bouliane-Tremblay, qui a déjà été invitée ici, oui. Qui a tenu un rôle important dans le film de Mathieu Denis et Simon Lavoie. Le film s'appelle « Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau ». C'est paru en 2016 et Gabrielle Bouliane-Tremblay a d'ailleurs été sélectionnée dans la catégorie de la meilleure actrice dans un rôle de soutien au prix Écran canadien, ce qui est une première pour une femme trans. Oui, et rien de moins aussi. Il y en aurait beaucoup d'autres, évidemment. Là, on va se garder ça pour une prochaine... chronique. Parce qu'on a toujours besoin de matériel de mois en mois, parce que c'est quand même un 12-13 minutes à chaque fois. Exactement. Mais dans tous ces films-là, toi, tu les as vus tous? Oui. Et lequel t'as préféré? Et là. Toujours une bonne question comme ça. Hein? J'ai beaucoup aimé Laurence Anyways, évidemment. Moi aussi. J'avais aimé Dallas Buyers Club, parce que le rôle de Matthew McConaughey, dans un rôle tellement... fou, c'est cet homophobe qui devient le complice d'une personne trans. C'est quand même assez spécial. J'avais bien aimé ça aussi. Ouais. Il y a comme de la rédemption dans ce film-là, finalement. Exactement. Tu peux être méchant, puis à un moment donné, tu deviens une bonne personne. Oui, quand tu es confronté à certaines réalités. Oui, effectivement. Tomboy, moi, je ne l'ai pas vu, ce film-là, mais il est disponible quelque part? Excellente question. Écoute, moi, j'ai vu ça en DVD. Okay. Alors, est-ce que c'est sur les plateformes? Il faudrait vérifier. Il y a tellement de plateformes maintenant, là. C'est hallucinant. Crave, Disney. On a vu un film gay en fin de ce week-end sur Disney. Je vous en reparlerai dans une prochaine chronique, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est ça. Il y en a... Faut fouiller. Sur la plateforme Netflix, je ne vais pas faire de publicité, mais à laquelle je suis abonné aussi, comme bien d'autres. Il y a beaucoup de séries télévisées, beaucoup de films
Oui. à thématique gay et ça vient d'Espagne. Et ça vient d'Espagne, Ouais. effectivement. C'est à se poser des questions beaucoup. On en a là. vu une, toi et moi. Tu peux me rappeler le titre, peut-être? Smiley, peut-être? Il y a eu Smiley, et avec le même acteur, il y en a eu une autre. Ah, mon Dieu, oui, le philo. Philo, Oui, qui se passe à l'université. oui. C'est ça, de Barcelone. Extraordinaire. Et j'ai vu récemment une autre série, puis là, Quelqu'un doit mourir, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, c'était trop violent. Ah, bon. Mais il faudrait peut-être faire un spécial Netflix. Oui, et un spécial, peut-être téléfilm et mini-série, ça pourrait être intéressant. C'est ton C'est devoir. À retenir. À retenir un devoir pour les prochains mois. Merci beaucoup, Dana Bilodeau. Merci, Denis Martin. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heureciel@gmail.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à @dmchabotauteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 69. Il me reste encore un peu de voix pour continuer en ce 25 mars 2024. N'hésitez pas à communiquer avec nous, comme vous l'avez entendu. Merci à l'équipe de recherche, Marie Massé et Godéric Trom. Merci aussi à Maurice Bolduc à la mise en onde et à Julie Curley pour la musique thème. Nous, on va avoir une émission la semaine prochaine, mais qui sera préenregistrée parce que c'est le lundi de Pâques et aussi ça se double du 1er avril et qu'on aime ça cette journée-là. À la semaine prochaine!